Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Et préparez-vous car l'affaire dont on va parler aujourd'hui n'est vraiment pas faite pour les petits cœurs sensibles. On va parler là de meurtres détaillés de manière très graphique, donc accrochez-vous. Et l'affaire d'aujourd'hui est une affaire qui date de pratiquement 100 ans, qui est donc très ancienne mais qui aujourd'hui fait encore parler car elle n'a pas encore été élucidée. Bref, je vais maintenant vous laisser vous installer bien confortablement car on va commencer. Le matin du 3 juillet 1929, la police de Détroit se rend au 3587 rue Saint-Aubin, qui se trouve être une jolie petite maison située dans un quartier rural et habitée par un couple d'origine italienne. C'est un agent immobilier du nom de Vincent Elias qui se rendait ce jour-là au domicile de la famille, qui va tomber sur les corps et va avertir la police qu'un meurtre effroyable y a eu lieu. Et lorsque les policiers entrent à l'intérieur du domicile, ils y découvrent effectivement une scène plutôt traumatisante. Dans le salon, derrière un bureau que la famille utilise aussi comme hôtel lors de leurs prières, se trouve le père de famille, Benjamino Evangelista, ou plutôt ce qu'il en reste. Son corps est agenouillé et ses mains sont posées sur ses cuisses, lui donnant justement l'impression qu'il est en train de prier. Mais ce qui est le plus perturbant dans cette scène, c'est qu'il a été entièrement décapité et que sa tête se trouve à quelques mètres de là, posée à ses pieds, et ses yeux sont toujours à ce moment-là grands ouverts, fixant droit devant lui. Autour de la tête décapitée de Benjamino se trouvent 3 cadres photos, et sur chacune de ces images, le même enfant est représenté à l'intérieur d'un cercueil. Il va plus tard être découvert qu'il s'agissait là d'une photo post-mortem d'un des enfants de Benjamino qui avait perdu la vie alors qu'il était encore très jeune et dont il avait effectivement gardé plusieurs photographies. Les photos post-mortem étaient encore quelque chose de plutôt commun à l'époque, car il faut savoir que la photographie était une technologie encore naissante, et il coûtait parfois très cher de se faire prendre en photo, c'est pourquoi très peu de personnes le faisaient de leur vivant. Résultat, lorsque quelqu'un perdait la vie, il arrivait souvent que ses proches décident de lui faire tirer le portrait pour pouvoir avoir un souvenir de cette personne. Bref, la scène qui se trouvait à ce moment-là devant les yeux des policiers était particulièrement étrange et n'avait à leurs yeux pas le moindre sens. Mais ça n'est pas fini car ils allaient bientôt faire d'autres découvertes tout aussi macabres les unes que les autres. L'inspection de la maison continue et c'est à l'étage que vont être découverts les corps des autres victimes. Santina Evangelista, la maîtresse de maison et mère de 4 enfants, se trouve allongée dans son lit avec son petit dernier Mario, âgé de seulement 18 mois, à ses côtés. La tête de Santina a été presque entièrement découpée et aussi bien elle que son enfant ont tous les deux été abattus à coups de ce qui ressemble à une hache ou en tout cas un objet tranchant et ni l'un ni l'autre n'a survécu à ces blessures. Mais ça n'est pas tout, car dans la pièce voisine vont être découverts les corps des 3 autres enfants de Santina et de Benjamino. La petite Angelina, âgée de 7 ans, Margaret, de 5 ans, et Jeanne, 4 ans. Tous ont été abattus extrêmement violemment, leurs os ont été brisés à de nombreux endroits, et leurs corps sont remplis de lacérations extrêmement profondes. La scène de crime est extrêmement perturbante et les policiers vont rester sans mots durant de longues minutes face à la violence de l'attaque qui a eu lieu. Maintenant que tous les corps ont été retrouvés, les policiers commencent à s'attarder sur d'autres détails de la scène de crime pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et ils vont notamment trouver de nombreux sous-vêtements féminins dont le nom des propriétaires sont écrits avec un stylo à l'intérieur. Et ces sous-vêtements ont laissé penser aux enquêteurs qu'il s'agissait très probablement là d'objets utilisés durant des rituels, et pas n'importe lesquels, car le fait d'inscrire le nom de la personne sur un objet lui appartenant se rapportait d'après eux au rituel vaudou ou encore satanique. Et toujours d'après les enquêteurs, ces sous-vêtements peuvent indiquer plusieurs choses. Soit qu'il s'agit là d'un pacte fait avec le diable pour tenter d'envoyer une malédiction sur une personne, ou alors de magie blanche pouvant aider à retrouver la trace d'une personne disparue. Maintenant que les enquêteurs ont une vue d'ensemble sur la scène de crime, ils vont commencer à s'intéresser au passé des victimes. Petit retour en arrière donc sur la famille Evangelista.
Benjamino Evangelista, que tout le monde appelle Benny, est né dans la ville de Caserta, située à Naples, en Italie, le 3 juin 1886. En 1904, Benny quitte son Italie natale pour aller s'installer à Philadelphie, aux États-Unis. Il fait partie du grand nombre d'immigrés qui tentent de fuir la pauvreté de leur pays pour trouver refuge aux États-Unis. Sur place, il devient très rapidement agent immobilier et investit même dans l'achat de maisons et d'immeubles qu'il loue ensuite pour pouvoir se faire un peu d'argent à côté. Mais pas que, car Benny a aussi un très grand intérêt pour la spiritualité et la magie. Il affirme avoir reçu un don de la part de Dieu lui-même et être capable de communiquer avec l'au-delà et avec des forces surnaturelles. Il pratique régulièrement lui-même des rituels à base de potions magiques qu'il confectionne à l'aide de plantes et d'herbes de toutes sortes. Ces rituels s'accompagnent aussi parfois de sacrifices d'animaux ou encore de danses et de chants dans des langues étranges. Il commence ainsi à faire parler de lui dans les rues de Philadelphie et de nombreux curieux vont commencer à s'intéresser à ce fameux gourou et vont se rendre à son domicile pour faire affaire avec lui, que ce soit pour leur apporter de la chance ou encore jeter le mauvais œil sur une autre personne. Car il faut savoir que Benny est aussi bien un adepte de la magie blanche que de la magie noire. Il peut donc aussi bien vous aider à avoir de la chance, comme il peut vous aider à vous venger de quelqu'un. Il fait donc payer ses consultations et de bouche à oreille, son petit business commence à plutôt bien rouler. Mais ça n'est pas tout le monde qui aime cet univers, car son frère Antonio, qui l'a suivi depuis l'Italie et avec qui il partage maintenant son logement, n'est clairement pas un fan des croyances étranges de son frère. La religion a toujours été quelque chose de particulièrement important au sein de la famille Evangelista, et voir Benny virer tout doucement vers des croyances bien moins communes lui faisait extrêmement peur. Et lors d'un argument, les deux frères vont décider qu'il est mieux pour eux de cesser de vivre sous le même toit, et Benny va quitter Philadelphie pour aller s'installer dans la ville de York, située à seulement quelques minutes de là. Et sur place, il va faire la rencontre d'un homme du nom de Aurelius Angelino, qui est lui aussi un immigré venu de Naples, et qui est tout comme lui un immense fan de magie. Ils vont donc se trouver ce point en commun et vont commencer à pratiquer ensemble la magie, en allant toujours de plus en plus loin. Et ce, jusqu'au jour où Aurelius va commettre l'irréparable. Il va se persuader que ses proches tentent de s'interposer entre ses croyances et lui, et à l'aide d'une hache va s'attaquer à sa femme et à ses deux enfants et mettre ainsi fin à leur jour. Aurelius est immédiatement arrêté et il va être découvert qu'il souffrait à ce moment-là de nombreux troubles mentaux non traités. Et plutôt que d'être envoyé en prison, il va être envoyé dans un hôpital psychiatrique où il va être enfermé jusqu'à la fin de ses jours. Benny, qui est alors totalement secoué par cet événement et par la perte de son très bon ami, va décider qu'il est mieux pour lui de mettre tout cela de côté et de quitter York pour aller s'installer en 1920 dans la ville de Détroit située dans le Michigan. Sur place, il continue de travailler en tant qu'agent immobilier, mais à côté de ça, travaille aussi en tant que charpentier pour arrondir ses fins de mois. Et quelques mois seulement après son arrivée à Détroit, il y fait la rencontre d'une jeune femme du nom de Santina Zanopia, qu'il épouse le 13 juin 1921 et qui devient donc Santina Evangelista. Ils vont tous les deux avoir 4 enfants, et même si au début Benny va mettre de côté sa passion pour l'occulte et pour la magie, il va se remettre de plus en plus à y penser avec le temps et va commencer à pratiquer de nouveau. Il invite donc des gens prêts à payer à se rendre chez lui où il performe des techniques de guérissage ou des sorts en tout genre. Et ce sont très régulièrement les personnes les plus aisées de la ville qui font appel à ses services, ce qui permet à Benny de tout doucement augmenter ses prix, car il sait de toute façon que ses clients ont de quoi payer et ne sont pas au dollar près. Il va donc reprendre du service et de ce côté-là, les choses vont tellement bien aller que Benny va être capable d'acheter une belle maison pour sa femme et leurs enfants, maison située au 3587 rue Saint-Aubin. Et c'est dans cette maison que tout un tas de choses extrêmement sinistres vont se dérouler. Benny, qui recommence donc à ce moment-là à s'intéresser aux sciences occultes, va prendre la décision d'écrire un livre qui va lui prendre plusieurs années à écrire car il sortira en 1926 et dont le titre est The Oldest History of the World Discovered by Occult Science, soit la plus vieille histoire du monde découverte par les sciences occultes.
Et ce qui est important à retenir, c'est que dans ce livre, il parle de lui-même comme étant un prophète. Et il va aussi expliquer vouloir créer sa propre communauté, qui se trouve en réalité être une secte, qu'il soit appelé The Union Federation of America. Lors de l'emménagement de la famille Evangelista dans leur nouvelle demeure, Benny va décider d'aménager le sous-sol de la maison comme étant son lieu de culte. Sur les étagères, on peut retrouver des bocaux remplis d'herbes, de liquides étranges et de toutes sortes d'ingrédients nécessaires à ses potions. Un autel est placé au milieu de la pièce, de même qu'un crucifix et plusieurs couteaux qu'il utilise notamment lors de ses sacrifices d'animaux. Et une grande bibliothèque contenant tout un tas de livres sur la magie, la sorcellerie et l'occulte en général se trouve le long du mur. Il place ensuite de nombreuses poupées extrêmement étranges, faites avec du papier mâché un petit peu partout et les suspend au mur de la cave. Il y en a 10 au total et explique les utiliser pour représenter le système solaire et demande très régulièrement d'ailleurs à ses clients d'interagir avec les poupées en les utilisant lors de rituels. Maintenant que les policiers en savent un petit peu plus sur le personnage, ils continuent leur fouille et vont retrouver des tas de dossiers appartenant à Benny ou encore des bibelots ou objets appartenant à ses clients à l'intérieur de la maison, ce qui va prouver que ce sont des centaines de personnes qui sont venues et qui ont eu affaire à ses services. Mais à peine une poignée des personnes interrogées vont admettre l'avoir effectivement connu, car la plupart vont nier avoir eu toute interaction avec lui et vont même prétendre ne pas savoir qui est Benny Evangelista. Et encore, ça c'est seulement pour ceux qui ont été retrouvés par la police, car la plupart de ses clients ont pris la fuite ou ont été capables de se cacher pour que la police ne les retrouve jamais. Ce qui est plutôt étrange, mais qui va laisser place à une hypothèse. D'après de nombreuses personnes, il est possible que Benny ait menacé ses clients en leur disant que si ces derniers révélaient à qui que ce soit ce qui s'était passé chez lui, alors les sorts qu'il avait jetés cesseraient immédiatement de fonctionner. Mais ceci ne reste qu'une hypothèse. La police se retrouve alors avec une affaire particulièrement compliquée sur les bras et ne sait vraiment pas par où commencer. D'autant plus qu'ils ne vont trouver aucune trace d'entrée forcée, ce qui laisse à penser que le tueur était peut-être soit déjà à l'intérieur de la maison, soit il avait une clé des lieux et était capable d'entrer et de sortir comme bon lui semblait, soit il était un proche de la famille, ce qui expliquerait qu'il les laissait entrer chez eux. Mais malheureusement pour les policiers, ils ne vont pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir à toutes ces théories. Car les médias vont rapidement avoir bruit du meurtre extrêmement sanglant ayant eu lieu et en quelques heures seulement, c'est une horde de journalistes qui entourent la maison des Evangelista. La scène de crime se retrouve donc totalement envahie de monde, ce qui n'aide clairement pas les policiers à faire leur travail. Ils vont en premier lieu se tourner vers les voisins des Evangelista pour demander si peut-être la famille avait des ennemis connus ou avait déjà eu des problèmes avec certaines personnes dans le passé. Mais malheureusement pour eux, la plupart des voisins se trouvaient être eux aussi des immigrés italiens, mais qui vivaient dans le pays en toute illégalité. Ils ne voulaient donc aucunement avoir affaire à la police et se sont même cachés jusqu'à ce que les enquêteurs aient quitté les lieux. Mais d'après quelques informations qu'ils vont tout de même réussir à avoir, ils vont découvrir que Benny Evangelista avait quelques mois précédant sa mort reçu plusieurs lettres de menaces anonymes de la part d'une personne qui menaçait de le tuer s'il n'acceptait pas de lui donner une grande somme d'argent. Peu de temps avant leur emménagement, un couple qui s'appelait Black Hand, soit la main noire, et qui faisait partie de la mafia, sévissait à Détroit et s'attaquait très régulièrement aux familles italiennes ayant de l'argent. Ce n'est pas étonnant donc que les Evangelista se soient trouvés dans leur radar, car ils gagnaient plutôt bien leur vie. Mais ce qui va cependant fortement faire douter les policiers se trouve être la date à laquelle le meurtre de la famille a eu lieu. Car à ce moment-là, Black Hand avait cessé toute activité depuis plusieurs années déjà, et la plupart de ses membres avaient quitté la région, voire même le territoire pour certains. Il est donc, d'après les policiers, très peu probable que ce soit eux qui soient derrière le crime. Mais bien d'autres pistes vont voir le jour. Un homme italien du nom de Umberto Tecchio s'est rendu la veille de la découverte des corps au domicile des Evangelista pour régler une dette qu'il avait envers Benny, car ce dernier venait de lui vendre une de ses propriétés. Et étant la dernière personne ayant vu les Evangelista en vie, la police se rend immédiatement chez lui pour le questionner et pour fouiller son domicile. Umberto vivait à ce moment-là avec un ami du nom d'Angelo Depoli, et malgré le fait que les policiers ne les trouvaient pas particulièrement suspicieux, des objets vont être retrouvés à l'arrière de leur domicile, dans leur jardin, tels qu'une hache, un couteau et des bottes de travail étrangement propres pour des bottes de travail.
Cela va interpeller les policiers qui vont convoquer les deux hommes à la station de police pour un interrogatoire. Umberto et Angelo vont expliquer n'avoir absolument rien à voir dans le meurtre de la famille et que tout était tout à fait normal lorsqu'ils se sont rendus chez eux la veille. D'après Umberto, ils se sont rendus au domicile des Evangelista juste à la tombée de la nuit et ne sont pas restés plus de 5 minutes. Ils se sont contentés de rentrer, de donner l'argent à Benny et de quitter les lieux. Les policiers n'ont d'autre choix que de se fier à leurs témoignages car ils n'ont trouvé absolument aucun indice qui pouvait aller à l'encontre de ce qu'ils venaient de dire et qui pouvait les incriminer. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, les tests ADN étaient encore plutôt nouveaux. Il était donc extrêmement compliqué de résoudre une affaire grâce à cela. Mais les policiers vont tout de même rester dubitatifs et garder un œil sur Umberto, car quelques années seulement avant le meurtre des Evangelista, Umberto avait été arrêté après avoir poignardé à mort son beau-frère. Il n'est donc, d'après eux, pas impossible du tout qu'un homme ayant eu par le passé des problèmes de violence en ait de nouveau. Cependant, comme je vous l'ai dit, ils n'ont absolument aucune preuve que Umberto ou son ami Angelo n'aient quoi que ce soit à voir dans le meurtre. Ils sont donc obligés de les laisser partir. Finalement, Umberto va mourir quelques années plus tard seulement et ne sera jamais cité de nouveau comme étant un suspect dans cette affaire. Une autre piste que vont avoir les policiers se trouve être lorsqu'ils vont apprendre qu'un vieil ami de Benny Evangelista qui était enfermé dans un hôpital psychiatrique s'en était échappé quelques semaines seulement avant les meurtres. Vous vous en souvenez de son fameux ami Aurelius Angelino qui a massacré sa femme et ses deux enfants? Ça paraît presque fou d'imaginer que Aurelius, qui était à ce moment-là enfermé dans un établissement à York, en Pennsylvanie, ait parcouru pas moins de 780 km pour aller tuer son ancien ami et toute sa famille. Mais en même temps, ce n'est pas si impossible que ça. D'autant plus qu'il ne s'agissait pas là de la première fois qu'il s'échappait de l'hôpital, mais bel et bien de la troisième fois. Et même si à chaque fois il avait été intercepté et ramené à l'hôpital, cette fois-ci, personne ne va jamais retrouver sa trace. Il est donc tout à fait possible que Benny et Aurelius soient restés en contact toutes ces années et se soient peut-être même écrits, et que Benny ait partagé sa nouvelle adresse avec son ancien ami. Ils partageaient aussi tous les deux, je vous le rappelle, cette passion pour l'occulte et la magie. Il est donc tout à fait possible que Aurelius, qui à ce moment-là n'avait plus la moindre famille, ait décidé à sa sortie de l'hôpital, de retrouver son vieil ami. Et on peut facilement imaginer qu'une haine envers Benny ait grandi en lui toutes ces années, car Benny a été capable de continuer à vivre de sa passion pour le culte, tandis qu'Aurelius a été laissé pour compte, seul dans une petite pièce d'un hôpital psychiatrique. Mais malheureusement pour les policiers, même si cette piste semble être très probable, comme je vous l'ai dit précédemment, Aurelius ne va jamais être retrouvé. Il est donc totalement impossible de le tenir responsable sans le moindre indice ni le moindre aveu de sa part. Durant quelques semaines, les policiers vont aussi soupçonner un ancien client de Benny, qui était à ce moment-là extrêmement malade et qui avait utilisé l'argent de toutes ses économies pour se payer les services de Benny. Il souhaitait donc être soigné grâce à la magie et au rituel, sauf que malheureusement, il a eu beau tout essayer, rien n'a fonctionné pour lui. L'homme qui était à ce moment-là très en colère contre Benny l'a menacé de le tuer verbalement. Mais lorsqu'il a été interrogé par des policiers, ces derniers ont affirmé qu'il avait plutôt l'air d'une personne extrêmement dérangée plutôt que d'un tueur. Il s'est montré très étonné lorsqu'on lui a mentionné les meurtres des membres de la famille Evangelista, et même s'il a admis que par rage, il aurait été tout à fait capable d'agresser Benny, jamais il n'aurait touché à sa femme et encore moins à ses enfants. Et il a à son tour été éliminé de la liste des suspects. Le ou les coupables de ce quintuple homicide n'a jamais été retrouvé et à ce jour encore, personne ne sait qui a assassiné la famille Evangelista. Les soupçons se tournent bien évidemment vers Aurelius Angelino, vu qu'il n'a jamais été retrouvé, mais personne ne peut affirmer qu'il s'agit bel et bien là du tueur. Beaucoup de personnes restent persuadées qu'un démon ou un esprit maléfique est responsable de tout cela, et que ce démon a été probablement convoqué par Benny lors de l'une de ses séances. D'autant plus que, je vous le rappelle, aucune trace d'entrée forcée n'a été découverte sur la scène du crime.
Il y a plusieurs années, la maison située au 3587 rue Saint-Aubin a été entièrement détruite de par les rumeurs qui l'entouraient, laissant penser qu'elle était hantée. Mais malgré sa démolition, de nombreux habitants de Détroit sont encore à ce jour persuadés que le terrain est toujours relié aux événements ayant eu lieu, et affirment même avoir entendu des hurlements et des voix autour du terrain, et avoir aperçu l'esprit d'un homme sans tête marchant le long de la rue Saint-Aubin une fois la nuit tombée. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour, et mon Dieu, quelle histoire! Ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé d'une affaire non résolue, et j'aime vraiment beaucoup ce type d'affaire parce que ça laisse place à toutes les suppositions possibles. J'ai d'ailleurs bien hâte de savoir ce que vous en avez pensé, et qui d'après vous est le tueur. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là plutôt d'une affaire de fantôme, ou qu'il y a bel et bien eu un tueur qui a été capable de se cacher toutes ces années? Laissez-moi vos avis en commentaire, et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci d'avoir été présent, et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!